Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui déteste le procédé de pénalty de Jorginho. Tout d'abord, bonne année à toutes et à tous, même si nous sommes le 19 janvier au moment où on enregistre, meilleurs vœux. On espère la santé pour cette nouvelle année. Et oui, bonne année. Et surtout, on espère que votre équipe, peu importe le championnat, sera couronnée de succès. J'avais promis un peu de voyage en 2022. On était parti en Italie à la fin de l'année 2021. On retourne dans le bel paese pour le début de l'année, direction Rome. Et pour parler justement de la Roma et de José Mourinho, j'accueille tout d'abord un invité de marque, un pilier de cette émission. Aurélien, bonjour. Bonjour Simon, et bonjour à toutes et à tous, et bien sûr bonne année. Et c'est sûr qu'on déteste bien le procédé de penalty de Jorginho. Je serai lui, je ne tirerai pas face au Portugal éventuellement. Mon deuxième invité est le rédacteur en chef de Calcio Mio. D'ailleurs, on a tous à un moment au moins écrit sur Calcio Mio et les deux autres compères de François le sont encore. Mais voilà, là on a presque notre éditorialiste du jour, même si j'aime pas trop ce mot pour toi parce que ça fait penser plus à Éric Zemmour et tu n'es pas trop de ce monde-là, François. Salut François. Salut Simon, non, je ne me présente pas au présidentiel 2022. Non, mais j'espère qu'on va pouvoir parler de ce bon José pendant ces 3 quarts d'heure avec toi, et puis toujours disponible pour participer. C'est avec grand plaisir. Et puisque la Roma a décidé d'oser José, on accueille un petit nouveau dans l'équipe. Il adore la Roma, voilà pourquoi il est là, mais aussi parce qu'il a de très très bons avis. Faites un triomphe à l'accent du sud-ouest de Benoît. Salut Benoît. Salut Simon, salut à tous. Merci de m'accueillir sur ton podcast et je suis ravi d'être là. C'est une expérience inédite pour moi, donc j'espère que ça se passera bien et je suis très content de pouvoir parler de José Mourinho avec vous trois. Bah écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir et pour t'avoir vu dans quelques lives de Calcio Mio que je vous invite d'ailleurs à regarder sur leur page Facebook, tu vas t'en sortir à merveille. C'est gentil, merci. Alors, ben, comme on vient de le dire, on va parler aujourd'hui de l'AS Roma, le club préféré de la capitale généralement. Voilà, ça c'est dit. Petite Alors, piccolazziali. en tout cas, en termes de supporters en moyenne, c'est bien l'AS Roma qui est devant. Ouais, c'est mieux, hein. Oui, le stade est vide, comme elle a dit au jour, il faut pas se mentir. Et c'est aussi le club numéro 1 en termes de finale perdue à domicile en Ligue des Champions. Voilà, ça c'est fait. C'est gentil de le rappeler, très merci. J'adore cette stat, elle est exceptionnelle. Oui, on l'a dit, donc Mourinho est arrivé à la Roma, énorme bombe qui est sortie au début de l'été pour reprendre les Giallorossi. Alors on attendait beaucoup de José Mourinho. On va voir que ça se passe pas aussi bien que les supporters romains l'auraient voulu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un tour de table, messieurs, et je vais commencer, et c'est pas anodin, avec François. J'aimerais savoir ce que représente José Mourinho pour vous, que ce soit maintenant ou dans le passé. Bah, José Mourinho, quand on est supporter de l'Inter, c'est une légende vivante. C'est-à-dire que alors il n'a pas inventé le football, hein, on va pas se leurrer, mais il a quand même un parcours atypique qui ajoute aussi à sa légende. Du fait qu'il a été joueur, mais très très peu de temps, pas à un niveau incroyable, et qu'il a été entraîneur très tôt, en étant l'adjoint de grands entraîneurs, hein. Je pense notamment à Guardiola ou à Van Gaal. Et puis José Mourinho, voilà, c'est l'homme du triplé de l'Inter en 2010, avec des matchs rocambolesques. Tout le monde se souvient de la demi-finale aller-retour face au FC Barcelone, justement de Guardiola. Et puis c'est cette personnalité hors norme, toujours provocateur, d'aller contre les observateurs, contre la presse, toujours faire front avec ses joueurs, contre vents et marées. Et voilà, ça a été un profil atypique à ce moment-là dans le paysage du football. Et c'est pour ça aussi que son souvenir reste, en tout cas en Italie et du côté de l'Inter, reste impérissable. Et c'est vrai que de toute manière, on va dire que jusqu'à peu, l'Inter essayait de retrouver la période Mourinho avec toute la gloire qui allait derrière. Donc c'est sûr que le revoir en Italie, c'est de très bons souvenirs, notamment pour vous, les Nerazzurri. Par Ouais. contre, c'est de moins bons souvenirs pour les Rossoneri. Aurélien, c'est quoi toi ton rapport, puisqu'il était un peu plus conflictuel, étant donné que toi tu es plutôt Milan. Qu'est-ce que tu retiens de José Mourinho? Alors moi, c'est vrai que je vais pas le retenir tout de suite en Italie. C'est vrai que moi, j'arrive à me rappeler en fait de cette fameuse année 2004 où tu avais donc
deux clubs français qui étaient en finale sur les deux plus grosses, enfin sur les deux compétitions européennes. Donc, franchement, je me souviens, j'étais comme un dingue. Pourtant, je suis ni pour l'AS Monaco, ni pour l'Olympique de Marseille. Et, et c'est vrai que je me dis, tiens, l'AS Monaco va rencontrer le FC Porto. Et tu sais, bah, quand t'as 14 ans et qu'en plus, à l'époque, t'as pas les réseaux sociaux qui sont aussi développés ou même les images qui peuvent te parvenir autant, tu te dis, tiens, l'AS Monaco, ça va le faire 1 ou 2-0 et ça y est, enfin un deuxième club français champion en Coupe d'Europe. Et finalement, bah, il y a cette tôle monumentale et là vraiment, on met au crédit donc de cette équipe de Porto qui avait quand même des bons joueurs. Hein. Il y avait Ricardo Carvalho, il y Deco. avait, il y avait Deco, il y avait Paulo Ferreira, Maniche. Maniche, Maniche. j'allais le dire aussi. Voilà, Simao aussi. Simao, ouais, enfin, voilà. Et tu Non, avais non. donc ouais, cet entraîneur qui en plus partira à Chelsea l'année suivante et qui sera champion en encaissant très, très peu de buts. Alors certes, le gardien était très fort, hein, c'est Petr Cech, mais c'est la première fois que je voyais un champion ou du moins une équipe qui encaissait moins d'un but tous les deux matchs. Donc ça, et c'est vrai que donc dans cet état d'esprit, enfin dans ma tête, donc l'état d'esprit défensif de José est beaucoup resté. Et bon, de toute façon, on en reviendra. Oui, il y a ce côté conflictuel, il y a ce côté showman, euh, mais ça fait partie du personnage José Mourinho. D'ailleurs, je viens de dire que Simon avait joué à Non, non. Porto. Non, il est de la C'était génération au du Benfica. Portugal. Ouais. Ouais. Il est de la génération du Portugal 2004. Ouais, c'est Mais comme François a dit que c'était l'adjoint de Luis Van Gaal et Guardiola, mais non, c'était Guardiola et Mourinho qui étaient les adjoints de Luis Van Gaal. Ah, c'était pas un moment le. Ah ouais. non, Ouais, non, ouais, ouais. c'était. Ouais, j'ai confondu. Il me semblait qu'il avait été adjoint de Guardiola, mais non, non, en effet. Ouais, ok. D'ailleurs, vous retrouverez bientôt la section Infox de la gonfle pour éviter qu'on vous raconte trop d'erreurs. Benoît, pour toi, alors évidemment, tu as un rapport assez direct en ce moment avec José Mourinho, mais avant ça, Mourinho, pour toi, qu'est-ce qu'il représente? Mais pour moi, par rapport à Aurélien qui était en âge de regarder la finale de 2004, moi je n'ai pas trop de souvenirs de ce Porto de Mourinho. Moi, c'est plutôt le Mourinho de la Première Ligue dont je me souviens. C'est vrai que les deux Chelsea, enfin, ces deux passages à Chelsea étaient très plaisants. Le premier entre 2004 et 2007 où il remporte deux fois le championnat et aussi il arrive à revenir après en 2013 et il refait le coup, il revient en triomphant à Londres et il remporte une nouvelle Première Ligue. C'est vrai que c'était toujours ce Mourinho très conquérant, pareil, toujours la petite anecdote ou la petite punchline en conférence de presse, c'est que c'est un entraîneur très plaisant, mais je trouve qu'il s'est un peu perdu depuis, alors que j'avais de très bons souvenirs. C'est vrai que j'adorais ces équipes parce qu'il y avait toujours ce caractère guerrier, beaucoup d'agressivité, et c'est vrai qu'au final, on est un peu tombé dans la parodie en fait, et je trouve que ces dernières aventures en première ligue se sont très mal terminées, et c'est dommage parce qu'au final, il devient presque une caricature de lui-même, alors que c'est un entraîneur que j'aimais beaucoup. Et au final, ouais, c'est presque décevant. Et au final, quand il a signé à la Roma, j'ai été assez sceptique et j'ai mis de gros doutes quant à son mariage avec mon club de cœur. Et c'est vrai qu'au final, après 6 mois, je suis toujours aussi sceptique et même assez déçu parce qu'en effet, bon, c'est sûr que sur le papier, il n'a pas les effectifs aussi talentueux que peuvent l'avoir l'Inter ou le Milan AC, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de mieux. On ne sent pas de patte Mourinho, et donc pour l'instant, le bon Mourinho qui me reste en tête, c'est plutôt celui de Chelsea et encore celui d'Inter aussi, avec lequel il avait fait d'excellentes choses et remporté ce tripletté de 2010 qui est exceptionnel. Ben, c'est intéressant parce que justement, on va essayer de voir justement quelle est la patte Mourinho à la Roma, si il y en a vraiment une ou si il y en a vraiment pas du tout. Mais avant de parler là-dessus, on va faire un constat un peu plus, on va dire, statistique. François, le début de collaboration avec la Roma, il est un peu compliqué. Ouais, alors après, la Roma, elle sort quand même d'une période. C'est toujours pareil en fait. Moi, j'aime bien contextualiser quand on parle de sujets pour éviter de tomber trop dans une culture de l'instant qui, des fois, peut nous faire défaut, qui peut nous jouer des tours, pardon. La Roma, elle est sortie d'une période où elle avait fait une demi-finale de Ligue des Champions face à Liverpool et petit à petit, même avant ça, il y avait commencé à avoir un peu la fuite des talents du côté de l'AS Roma. On a perdu Alisson Becker, on a perdu Mohamed Salah, on a perdu Nainggolan.
On a perdu Edin Dzeko récemment. Donc c'est quand même De Rossi aussi qui beaucoup est de parti à la joueurs retraite. importants. De Rossi qui est parti à la retraite. Quelques années avant, c'était Totti sous Spalletti qui partait. Donc en fait, la Roma, elle a connu quand même un espèce d'exode massif de ses talents et c'est pas les meilleurs joueurs qui sont restés. Et au final, on a vu quand il fallait réinvestir, ça a été très compliqué. C'est pour ça que cet été, on a été aussi surpris de voir qu'elle s'est adjugée le transfert le plus cher du mercato en Serie A avec Tammy Abraham. Mais globalement, Mourinho récupère une équipe qui n'est pas plus forte que celle de Fonseca, qui n'est pas plus forte que celle de Spalletti. Bien au contraire, si on remonte jusqu'à Rudy Garcia, hein, à l'époque avec les Benassia et compagnie, enfin on parlait avec un Florenzi qui était au haut niveau, etc. Voilà, donc il récupère quand même une équipe qui est pour moi moyenne, avec un effectif, avec une profondeur moyenne, un talent moyen, même si on connaît le talent de joueurs comme Spinazzola ou Zaniolo, mais ces deux joueurs, quand on en parle, on ne peut pas les citer avec régularité dans l'effectif, parce que Spinazzola, on sait qu'il est blessé depuis l'Euro avec l'Italie, qu'il n'a pas pu rejouer, et que Zaniolo, il connaît quand même beaucoup de soucis, que ce soit physique avec ses deux ruptures des ligaments, plus ses soucis extrasportifs, parce on l'a beaucoup vu dans la presse pour des affaires qui sortent un peu du foot. Très vite hissé au niveau du Petit Prince, Totti, etc. Et au final, on se retrouve avec une équipe qui quand même construit un projet sportif malgré l'arrivée de Fredkin. Il y a eu un changement de propriétaire, il faut le rappeler, hein, James Pallotta qui a vendu le club, qui a un projet sportif quand même compliqué à comprendre. Alors oui, il y a José Mourinho, mais José Mourinho, c'est un peu la garantie, j'ai envie de dire, la garantie glamour un peu de l'AS Roma en se disant bon bah on n'a rien dans notre équipe qui nous permet de jouer quelque chose et de viser haut et de pouvoir faire parler de nous, bah, recrutons José Mourinho. C'était l'occasion, on savait qu'il était en délicatesse du côté de Tottenham à ce moment-là, ils l'ont pris, ils lui ont fait un pont d'or. Maintenant, voilà, le coup symptomatique de cet été, ça a été le départ d'Edin Dzeko pour, rappelons-le, 0 €, un bonus d'1 million si l'Inter se qualifie en Champions League, donc en gros ils vont l'avoir. Ils vont avoir 1 million pour le meilleur buteur, je crois, un des meilleurs, enfin pas un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'AS Roma. Et derrière, on le remplace par Tammy Abraham, qui n'est pas vraiment un profil de numéro 9 comme Dzeko l'était. Et derrière, bah, Mourinho, il n'a pas pu reconstruire vraiment son équipe. Donc un gars comme Smalling, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et au final, il est obligé de composer avec beaucoup de départs, même des joueurs moins bons qui partent, et compter sur Jordan Vertou, sur Tammy Abraham, sur Pellegrini, qui a fait un super début de saison, mais qui s'est blessé aussi. Donc concrètement, cette équipe, elle joue de malchance et d'un projet sportif qui, pour moi, aujourd'hui, est toujours sur le déclin. Et on n'a pas vu encore l'effet Fredkin d'un point de vue sportif. Et du coup, José Mourinho, bah, il fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, la Roma, je crois qu'elle est 7e de Serie A. Et quand je regarde l'effectif, quand je regarde les moyens, quand je regarde le projet, je me dis que c'est sa place au final. Et justement, puisqu'on parle de Friedkin, si je dis pas de bêtises, les deux compères sont américains. Ouais, Et est-ce que Tout à justement, on fait. n'a pas eu un petit peu une gestion à l'américaine, Aurélien, où on a essayé, avant de faire du sportif, de faire un joli coup de com' pour remettre un peu les projecteurs sur la Roma, parce qu'on va pas se cacher que depuis le départ de Totti, qui était vraiment l'attraction du club à lui tout seul quasiment, est-ce qu'on n'a pas cherché à faire la même chose du côté de Rome en prenant Mourinho? Ah bah complètement. Alors en plus, si je me trompe pas, avant Friedkin, tu avais un autre Américain qui était Palota. Palota, ouais, Ouais. James Donc Palota, ouais, Exactement. tout à fait. il s'est passé voilà la même chose. Tu vois, je regardais, je listais les entraîneurs qui sont passés par l'AS Roma. Mourinho, ça reste le nom le plus clinquant de la liste sur au moins. Allez, peut-être je vois Sven Goran Eriksson, mais c'est du 86. Et je suis pas sûr que à cette époque-là, le Suédois était aussi coté, même si maintenant Ah oui, il en, vaut, il en vaut plus termes un de copeck. palmarès pur, c'est sûr que Mourinho, c'est le nom le plus clinquant qu'il y a eu sur un banc de l'AS Roma, je pense. Ouais, ouais, donc voilà. Donc c'est vrai que, comme tu dis, il y a cet effet d'annonce. Et c'est là où je suis aussi d'accord avec François, c'est que je pense également que Mourinho, sur les équipes qu'il a entraînées, c'est presque sa pire équipe
depuis, Ah oui. depuis Porto presque. Parce que quand tu regardes au niveau au niveau des joueurs, non, à Chelsea, il avait quand même Carvalho, Terry, Gallas, Bridge, Lampard, j'en passe. Il a Drogba. fait à l'Inter, tu avais Macon, Lucio, Samuel, Zanetti, Eto'o. Et au Real, bon, bah, il y avait ce fameux, de toute façon, cette espèce de Galactique 2.0, il me semble, à l'époque. Donc, non, Ouais. c'est vrai que voir Mourinho, on n'attendait pas à ce que Mourinho ait tout de suite le Scudetto. C'est vrai quand on le voit au bout de 3 journées truster la première place, il a quand même, enfin, s'enflammer aurait été complètement débile puisqu'il avait joué Salernitana où on voit où ils sont actuellement et surtout la Fiorentina et Sassuolo où d'ailleurs j'aimerais pas je pense que là José a un peu plus peur parce que à l'époque ni Vincenzo Italiano ni Alessio Dionisi n'avaient réussi à mettre leurs pattes sur leurs équipes respectives et là franchement moi j'ai peur de voir le duel Dusan Vlahovic Smalling ou Raspadori Scamacca face au même Smalling. Bah, alors c'est vrai que il faut remettre une chose dans le contexte. La Roma ne joue absolument pas le titre en début de saison et la Ligue des Champions ce serait déjà un joli exploit. Néanmoins, messieurs, après 22 journées, la Roma c'est septième. Septième, c'est le classement de la Roma à l'issue de la dernière saison. C'est quand même 8 points de moins à la, enfin, à la même distance, c'est-à-dire à la 22e journée. Benoît, effectivement, on ne pouvait pas s'attendre à une Roma transfigurée, mais vu toutes les critiques qu'on pouvait faire sur Fonseca, on pouvait quand même s'attendre à être un petit peu mieux placé dans ce championnat, parce qu'au final, il y a par exemple une Fiorentina qui est passée devant, il y a une Juve qui est pas au mieux, qui pourrait être concurrencée, et pour le moment, c'est pas le cas. Oui, ça, exactement, je suis d'accord avec toi. Pour rebondir juste rapidement sur ce qu'a dit Aurélien juste avant, tu parlais du match contre la Fiorentina en tout début de saison. C'est vrai que la Roma a gagné 3-1, mais c'est un match où la Fiorentina prend un rouge au bout d'un quart d'heure. La Roma marque 2 buts contre le cours du jeu. Et donc au final, même cette victoire, elle est même pas significative parce que c'est un peu un résultat biaisé. Et donc s'il n'y a pas cette victoire du match aller, au final, la Fiorentina aujourd'hui aurait 3 points de plus, la Roma a 3 points de moins. Et donc l'écart serait encore plus grand entre les Florentins, entre les Toscans et entre nous. Donc c'est vrai que le bilan, il est très décevant d'un point de vue aussi du fait qu'on a eu Fonseca pendant 2 ans, qui a essayé plusieurs choses, notamment un passage avec un 3-4-2-1 qui a plutôt bien marché en début de deuxième saison, qui a ensuite plutôt été un échec. Et au final, nous, quand on apprend que José Mourinho va arriver, il y a beaucoup de tifosi. À Rome, on a vu sur les réseaux sociaux des fresques dans la ville, des chants à son honneur, des groupements de supporters pour l'accueillir. Et je m'attendais vraiment en effet, l'effectif il est très limité, mais je m'attendais à quelque chose de mieux. Quand on voit par exemple dernièrement le match contre la Juventus où tu mènes 3-1, il reste une demi-heure à jouer et que tu es capable d'encaisser 3 buts et de craquer totalement en ratant notamment le penalty du 4-4, ça me surprend parce que c'était pas dans l'habitude des équipes de José Mourinho d'avoir un mental si fragile en fait. Et au final, c'est vrai que si on doit comparer avec la saison précédente, avec Fonseca et Mourinho qui a quand même beaucoup plus d'expérience, de vécu que Fonseca, avec un effectif légèrement équivalent. En effet, on perd Zeko, comme l'a dit François tout à l'heure, mais au final, l'effectif est, je pense, globalement de qualité similaire. On a une équipe qui a des résultats presque plus faibles. Et à part le coup d'éclat contre l'Atalanta qu'il y a en décembre, après, les autres résultats sont vraiment très décevants. Et en effet, la phase de retour avec le match contre la Fiorentina, le match contre Sassuolo, ça va être un parcours encore très compliqué. Et je pense que Mourinho va avoir encore beaucoup de pain sur la planche s'il veut redresser cette équipe. Ouais, si tu veux une statistique, Benoît, l'Atalanta, c'est la seule victoire en 6 matchs de l'AS Roma sur un membre du top 5 actuel. C'est pas étonnant. Exactement, oui, oui, c'est ça. Mais Ben après, ouais, ah oui, pardon. Et c'est là aussi ma déception, c'est-à-dire qu'avant, on reprochait aux précédents entraîneurs, que ce soit Spalletti, Fonseca ou même Rudy Garcia, mais là encore,
c'était un peu mieux de ne pas réussir à accrocher les gros. Mais là, avec Mourinho, en fait, c'est la même chose. À part l'Atalanta, après, il n'y a aucune victoire contre une équipe du top 6, à part la Fiorentina. Mais comme je viens de le dire, c'est un match, un tout début de saison. Italiano venait d'arriver, c'était encore une Fiorentina qui n'était pas totalement en place. Et donc, c'est vrai que je m'attendais au moins à ce que dans les grands matchs, la Roma fasse quelque chose d'intéressant et au moins prouve sa valeur et que les joueurs se battent pour les custons ou au moins pour l'entraîneur. Après, la Roma, dans ses gros matchs, justement, puisque vous en parlez, elle a aussi perdu, non pas techniquement, mais peut-être mentalement. On sait que face à la Juve, elle menait au score 3-1, avant de Ouais, perdre c'est ce que je 4-3. disais là. Face à l'Inter, je crois qu'elle joue un match où elle est complètement décimée. L'effectif, il y a des blessures, des suspendus de partout. Donc Mourinho se plaignait d'ailleurs de ne pas réussir à pouvoir aligner. Enfin, il doit bricoler son effectif. Il dit moi, je n'ai pas d'équipe concrètement pour face à l'Inter. Je sais pas comment je vais faire. Et tout ça, ça joue forcément. Enfin, moi, je vois pas aujourd'hui ce qu'on peut reprocher concrètement à cette Roma, même de ne pas accrocher des membres du top 6, top 5, quand on voit enfin, la force, que ce soit de l'Inter, du Napoli, bon, même du Milan qui bat un peu de l'aile en ce moment, mais quand on voit le rythme affiché sur la première partie de saison du top 4, bah ouais, il y a cette victoire face à l'Atalanta, mais on sait que l'Atalanta, c'est un diesel, ça met toujours un peu de temps à se lancer. Il n'y a pas à rougir d'être aujourd'hui à quoi, 5 points peut-être de la Juve qui est cinquième. Bah, ça me semble pas délirant quand on regarde encore une fois le projet du club, l'effectif, etc. Donc Mourinho, on peut être déçu comme en même temps vous mettez Michael Schumacher, enfin peut-être pas Schumacher, c'est peut-être pas le bon exemple en ce moment, mais vous mettez Hamilton dans une, bah ouais, vous mettez Hamilton dans une Haas. Et pour ceux qui sont fans de F1, ils comprendront, vous finissez pas premier du championnat. Oui, non, Donc mais oui, et inversement, il a des circonstances atténuantes. ouais, ouais, voilà. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à tirer sur Mourinho pour dire, parce qu'on sait que la constante sur cet entraîneur, c'est de dire que c'est plus le Mourinho d'avant, ses techniques, ça passe plus, auprès des joueurs, ça passe moins bien. Maintenant, c'est beaucoup de grandes gueules, mais concrètement, plus grand-chose. Mais il a plus eu les équipes qu'il a eu avant, et il Mm. n'a pas eu non plus. Alors, il est plus dans le même football, c'est sûr, et son football aujourd'hui ultra minimaliste ne fonctionne plus. Mais globalement, voilà, quand on regarde son effectif, si vous prenez l'effectif de la Roma et que vous le comparez même avec l'effectif de Manchester United, avec qui il me semble qu'il gagne l'Europa League, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, Exactement, c'est en ça. 2017. Voilà, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la Roma aujourd'hui, c'est pas une équipe qui est taillée pour remporter un titre et même pour jouer un top 4 de championnat. Et le top 5, sous réserve que la Juve s'écroule. Il y a quand même un fossé d'écart entre la Roma et ces 5 équipes. Donc je sais pas, moi, j'arrive pas à trouver ce qu'on peut lui reprocher, hein, très Bah, concrètement. après, peut-être qu'on avait plus dans l'idée de se dire ça reste un grand coach et que même s'il n'a pas l'équipe pour pour briller autant qu'il a brillé de 2004 jusqu'au début des années enfin quasiment 2010, ouais. ouais milieu des années 2010. Je pense que d'ailleurs l'espèce de manita enfin la manita qui se prend contre Guardiola, euh, Mm. je pense que c'est là où ça commence à être le début des emmerdes en gros. Mm. Mais on s'attend peut-être qu'ils réussissent à bonifier l'équipe, au moins d'un point de vue caractère. C'est vrai que, euh, enfin, tu vois, quand on voit la transformation de Pellegrini, on se dit tiens, est-ce que ça c'est la patte Mourinho? Abraham, par Ouais, exemple, il a dit qu'en 3 mois de Mourinho, il n'avait jamais autant appris tactiquement. bien sûr, mais bien Alors, sûr. et c'est peut-être ça, c'est que en fait, on aimerait que cet effectif presque Vous le voyez trop surperforme. beau. Ouais, voilà, Alors, c'est ça. en fait, voilà, on le voit pas trop beau, mais on aimerait qu'il surperforme parce que c'est Mourinho qui est à la tête de cette équipe. Bah, il est pris un petit peu aussi pour ça. Plus que le classement, d'ailleurs, ce qui me gêne le plus avec la Roma de Mourinho, c'est aussi ce qu'elle présente. Tu peux perdre des matchs, tu peux te rater de temps en temps, mais je sais pas, il manque de quelque chose. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de, il y a pas eu de changement en fait.
t'es encore une des pires attaques du top 10, t'es la pire attaque même du top 8, t'es la 9e meilleure attaque du championnat, mais en même temps, t'es que la 7e défense du championnat, et donc également du top 10. Donc, t'es pas un bon élève offensif, mais t'es pas non plus. T'es pas un Deschamps, quoi. T'es pas solide à la mort. Y a pas. T'as l'impression que les mecs sont un peu perdus, sont un peu en crise d'identité. C'est pareil, tu fais un bon parcours en Conference League, et d'ailleurs heureusement, mais il y a encore cet accident face à Bode Glimt où tu prends 6-1. Est-ce que c'est pas plutôt là que c'est gênant la Roma pour le moment? Parce que de toute façon, c'est pas en un an que tout va être révolutionné. Enfin, tout va pas changer en 12 mois, mais tu t'attends peut-être quand même, ouais, à avoir un groupe uni, un groupe qui peut pas soulever des montagnes, mais qui va être mobilisé ensemble et qui va faire front, qui va aller chercher un derby, par exemple. Et non, non, le derby, t'existes pas pendant un Tu fais long une moment. entame Ensuite, catastrophique. ouais, non, mais c'est Tu fais ça. une entame cata, ouais. Et il y a aussi ce match face à la Juve où t'es vraiment très convaincant, t'es presque tueur, et tu te reposes sur tes lauriers, et puis tu te fais rattraper par une Juve qui a beaucoup de défauts, mais sur ce match-là, elle y est allée avec les choses entre les jambes, quoi. Mais Moi, je voudrais. Ouais, comment. Ouais, non, vas-y, ah, Benoît, vas-y, parce que c'est Aurélien. vrai Vas-y, que. vas-y, Aurélien, vas-y. Non, 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 ça fait longtemps que je me dis que je suis en train de monopoliser le crachoir. Au pire, je regarderai ce que tu as dit et peut-être que je rebondirai dessus. Ça marche. Non, non, mais du tout. En fait, je voulais rebondir sur ce que disait Simon, parce qu'en fait, en effet, le match contre la Juve ou le match contre la Lazio, en fait, je pense que aussi ce qu'attendait Friedkin, en plus du coup en plus du coup de pub, du coup de com, c'est aussi peut-être de donner à cette Roma une sorte d'âme. Parce qu'en fait, on sait que toujours les équipes de Mourinho, Chelsea, l'Inter, le Real, il y a toujours une âme assez guerrière. Les joueurs voulaient se battre pour lui, même parfois plus que pour le club. Et c'est vrai qu'au final, je trouve que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que en arrivant à la Roma, Mourinho n'a pas réussi, on n'a pas pu donner une âme à son équipe. Et c'est plutôt même Mourinho qui a pris en fait tous les symptômes en fait qui pèsent sur la Roma depuis plusieurs années, c'est-à-dire la catastrophe en Coupe d'Europe avec cette année le 6-1 contre les Norvégiens de Bodo Glimt, avec cette fragilité en championnat, cette fragilité dans les grands rendez-vous, notamment même le derby. Tout à l'heure, en effet, la Roma a un effectif limité peut-être par rapport à des équipes du haut tableau comme le Napoli, comme la Juve. Et dans un derby contre la Lazio, prendre 2 buts en 20 minutes et après avoir un visage si peu de révolte, si peu de combativité. Et en fait, je crois que j'ai fait de mon impression, de mon point de vue, de mon ressenti même, je pense que c'est plutôt Mourinho qui a absorbé les problèmes et les symptômes de la Roma et au lieu de lui réussir à transmettre ses valeurs et toute cette âme donnée à ses équipes autrefois. Ben, ça fait une belle transition d'ailleurs sur sur l'autre idée qu'on voulait développer. C'est, comme tu l'as dit, Benoît, aussi, il y a cette espèce de patte. François, je pense que tu peux témoigner. Quand on parle de patte Mourinho, on parle d'une philosophie, d'une idée. Un jeu de contre. On parle pas de principe de jeu, de circuit prédéfini. C'est surtout une idée sur laquelle avancer plus que de tout paramétrer. Bah, Mourinho, c'est la culture de la ruse, de l'effort. Quand je dis minimalisme tout à l'heure, c'est aussi ça, hein. Mourinho, c'est voilà, quand tu es face à plus fort que toi, bah, tu essaies d'être plus malin. C'est pas celui qui va aller jouer le Barça de Guardiola en essayant de déployer du jeu, en les prenant à la gorge. Non, ça va être une tactique vraiment basée sur le contre, principalement le contre et l'effort physique de ses joueurs. Et quand dans une équipe, ça cale physiquement, parce que ça peut arriver, c'est tous ces principes qui sont détruits. Et je pense que c'est ça qui est arrivé à la Roma aussi face à Glint, etc. Et là, on peut remettre en cause un peu la préparation des joueurs. On rappelle que aujourd'hui, dans un effectif, dans une équipe qui a un effectif un peu limité. Quand on voit le calendrier des joueurs qui a été fortement perturbé par le Covid, avec les grandes compétitions et des joueurs qui depuis 2 ans n'arrêtent pas de jouer, très concrètement. En 2020, on avait joué jusqu'à fin août. Il y a eu très peu de pré-saison. Après, en 21, il y a eu l'Euro. Et quand on voit tout ça avec l'enchaînement des matchs, on se dit que oui, Mourinho, c'est pas tant technique, même s'il y a un apport technique, mais c'est principalement tactique et physique.
Et quand son équipe baisse de régime, automatiquement les résultats ne suivent plus et ils peuvent se prendre des claques. Et là où j'ai bien aimé, je crois que c'est Benoît qui l'a dit, où il disait que Mourinho s'approprie, vraiment s'imprègne des problèmes de la Roma, plutôt que de vraiment apporter à son équipe une atmosphère de gagnant. Bah, ça, c'est important avec Mourinho, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment se mettre dans l'atmosphère du club, dans la peau du club. Et quand on connaît un peu la Roma, bah voilà, on sait que c'est pas un club qui historiquement est considéré comme un très grand d'Italie, donc il y a une position un petit peu de victime par rapport à ça, que Mourinho adore endosser. Et au final, moi, ce que je vois surtout, c'est que quand Mourinho fait des apparitions dans la presse où justement il endosse ce rôle de victime, de petit pousset, de Calimero, automatiquement ça transparaît sur ces joueurs qui ne seront pas à fond et qui vont baisser le pavillon aussi. Donc c'est en ça pour moi que la patte Mourinho est importante. Il faut que c'est envers et contre tous, et des fois ça prend pas avec les joueurs. Et plutôt que de susciter un esprit de revanche, il va justement les faire s'effondrer. Et c'est là où il a besoin de mecs qui mentalement sont très très forts. Et là, on parle de Didier Drogba, on parle de Samuel Eto'o, voilà, des gars qui se sont sacrifiés sous Mourinho. Et aujourd'hui, à la Roma, est-ce qu'on a des joueurs qui sont prêts à se sacrifier sous Mourinho? Je ne sais pas. Et c'est peut-être en ça aussi qu'on constate des grosses chutes ou des baisses de régime du club dans certains rendez-vous. Beh, c'est certain que Mourinho, il est prêt à mettre sur le côté n'importe qui, s'il sent que dans la mentalité, ça va pas être bon. Mm. Néanmoins, je trouve quand même, en tout cas, qu'il y a une patte Mourinho dans ses compos, dans ses schémas. Alors, il a utilisé plusieurs schémas. On a d'abord eu Ah le oui, oui, oui. 4-2-3-1, on a eu du 3-5-2 ensuite, avec un plus offensif. Quand on dit offensif, c'est que par exemple, El Shaarawy occupait un côté et moins offensif parce qu'il a décidé de mettre deux latéraux, on va dire, des pistons pour évoluer. Ça n'a pas trop bien fonctionné. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort de cette Roma. Benoît, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que il y a un petit souci offensif, comme François l'a dit, et moi je suis totalement d'accord. Abraham n'est pas un avant-centre, c'est pas un pur neuf. Ah ouais, non. L'idée de jouer tout seul devant, c'est pas, pour moi, c'est pas son profil. Néanmoins, même Shomurodov ne l'accompagne pas forcément dans les compos, c'est plus Zaniolo quand il a essayé de faire le 3-5-2. L'idée aussi peut-être, c'est de solidifier derrière pour laisser le milieu de terrain s'exprimer parce qu'il est très important. Pellegrini, c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Veretout, c'est le meilleur passeur. Il y a des joueurs qui sont capables d'apporter un petit plus offensivement. Le problème, et c'est ce qu'on pouvait aussi quand même attendre de Mourinho, c'est une certaine solidité que l'on ne trouve pas, et ce, malgré plusieurs schémas tactiques. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup essayé différents systèmes. Il s'est aussi adapté parce que depuis le début, j'étais assez critique globalement, mais c'est vrai il n'a pas été épargné par les blessures. Il y a eu des joueurs en défense importants blessés. Il y a Pellegrini qui est son capitaine depuis son arrivée, qui a raté un mois et demi entre mi-novembre et début janvier. D'ailleurs, il s'est reblessé là lors du précédent match. Et en attaque, c'est pareil. Il y a eu différents petits pépins. Zaniolo a été retouché quelques matchs aussi. Il y a eu des suspensions. Donc c'est vrai qu'il a testé différentes choses, mais depuis le début de l'année, je pense qu'il n'a jamais réussi à aligner 2 ou 3 fois de suite le même 11. Après, c'est comme le disait François, avec le calendrier, là, depuis 2 ans, depuis qu'il y a eu la crise sanitaire et que tous ces matchs s'enchaînent, c'est vrai que c'est le lot de toutes les équipes d'avoir des effectifs Mm. blessés, avoir des joueurs suspendus. Mais c'est vrai que là, il a aussi joué de malchance dans la mesure où il n'a jamais réussi à avoir un 11 prédéfini sans jamais avoir de pépins ou d'absence à combler. Et François le disait, je crois que c'est contre la Lazio aussi, ou l'Inter, c'est contre l'Inter, où pareil, il a obligé de bricoler un peu sa défense en faisant Ah jouer bah oui, Ibanez il n'y a plus rien. piston. Voilà. Il fait jouer Ibanez piston alors que c'est en défenseur central. Pareil, devant, il met plutôt un ailier comme deuxième attaquant. Mais en dehors des blessures, c'est vrai qu'il a aussi tâtonné pour trouver un système qui fonctionne. Après, moi, ce que je regrette aussi, c'est en arrivant dans ses premiers mois de prise de fonction, il a dit je n'ai que 12 ou 13 joueurs de qualité. Et quand on regarde le mercato hivernal, là, par exemple, il laisse partir en prêt à Retafe 2 Espagnols, Villar et Mayoral, qui étaient des joueurs qui ont beaucoup joué sous Fonseca. Donc, en effet, peut-être qu'ils ne rentraient pas dans l'aspect technique ou tactique ou psychologique de Mourinho,
Mais par exemple, un mec comme Bora Mayoral, l'année dernière, c'est 45 matchs, 17 buts, toutes compétitions confondues. Sur les 45 matchs, en effet, il y a pas mal d'entrées en jeu, mais c'est un joueur qui a su se montrer efficace. Et cette saison, j'ai trouvé qu'il l'a sous-utilisé, et pourtant, dès qu'il rentrait, il apportait sa patte technique, et justement, c'est un profil qui est totalement différent d'Abraham, c'est un joueur espagnol, donc on sait c'est beaucoup de technique, ça aime beaucoup les petits espaces, c'est assez mobile, c'est précis devant le but, et j'aurais bien aimé justement que Mourinho s'appuie plus sur ce joueur que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, qui aurait pu, selon moi, bien s'associer avec Tammy Abraham, et au final, c'est dommage parce qu'il s'en va, et ça laisse une cartouche de moins pour les solutions offensives de l'AS Roma, et je trouvais que voilà, je pense qu'il s'est passé trop rapidement de certains joueurs, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas réussi à insuffler vraiment un esprit en se basant que sur une partie d'effectifs et pas en prenant le groupe en totalité comme il aurait pu le faire. Mais déjà, à Tottenham, ça commençait déjà à bloquer cet esprit de conquête, esprit de guerrier. On voyait que déjà, quand il a récupéré l'équipe d'Harry Kane, c'était un peu plus compliqué. Et là, à la Roma, c'est dans la suite, en fait, dans la suite de ce déclin, en fait. Je sais pas si on peut parler de déclin, parce que comme disait François, l'effectif est en effet bien plus faible, mais je trouve qu'en effet, sur la patte Mourinho, il y a une vraie déception, une vraie chute. Aurélien, toi, t'en penses quoi des soucis d'effectifs et tactiques de Mourinho, sachant que c'est un petit peu le cas de tout le monde aussi. Moi, c'est pour ça je nuance un peu mes propos par rapport aux problèmes de fatigue et tout ça, parce que ça concerne tout le monde. Aurélien, toi, tu penses que c'est la cause principale, ou est-ce qu'il va falloir de vrais mouvements, de vrais changements d'effectifs, ou alors il y a le minimum qu'il faut et on peut quand même espérer mieux? Ah je pense qu'il va quand même falloir un minimum de mouvement d'effectifs, principalement en fait dans le secteur défensif. Parce qu'en fait, Mourinho, comme on le disait un peu plus haut, pourquoi il est connu? C'est pour l'assise défensive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai listé l'assise défensive qu'il a eu, par exemple, à l'Inter: Michael, Nuccio, Samuel, Zanetti. À Chelsea, il y avait Carvalho, Terry, Gallas, Bridge, Paulo Ferreira. Au Real, tu avais encore Carvalho, Ramos, Encore Pep Carvalho. et Marcelo, qui avait encore le cardio pour faire les essuie-glaces, ce qu'il ne sait plus faire donc, et Arbeloa. Et là, et en plus, tu peux rajouter quelques milieux de terrain d'exception. Je pense par exemple à Stankovic, Xabi à Alonso. Cambiasso ou à Makelele à Chelsea. Et donc en fait, c'est ça. Tu sens que rien que sur cet aspect défensif qui est censé être la base de Mourinho, ou euh, quand on lui dit ouais, Mourinho, il met le bus, mais le problème là, c'est que ton bus, il a plutôt la gueule d'un combi que que ceux qu'on peut voir à Londres à double étage. Donc ça prend l'eau, ça perd de l'huile, et tu sais même pas si tu peux aller au bout de la saison avec. Donc ça, c'est forcément c'est ce qui manque. Pour moi, c'est ce qui manque principalement à l'AS Roma. C'est une bonne assise défensive si elle veut poursuivre avec Mourinho, parce que bon, quand on regarde Gasperini, il arrive à réussir, et pourtant, je pense que ses défenseurs sont plutôt moyens, même si on les appelle en sélection nationale. Donc, t'as déjà ça. J'aime bien, c'est que François, oui, il avait parlé du style destructeur de José Mourinho. Et c'est vrai que, et en plus, je suis sûr que François aimera beaucoup la petite phrase que José Mourinho a déjà dite, puisqu'il est fan de course automobile. Il avait dit: la façon dont nous jouons n'est pas importante. Si vous avez une Ferrari et que j'ai une petite voiture, pour vous battre dans une course, je dois casser votre volant Je ou vais vous mettre défoncer. Ah ouais. ouais, ou je dois casser votre volant ou mettre du sucre dans votre réservoir. Donc, ouais, mais c'est génial, hein. C'est de ce côté-là, il a toujours eu le sens de la formule. Et en fait, ouais, même par rapport à ça, Mourinho devait être en avance sur son temps, milieu des années 2000 jusqu'au milieu des années, milieu des 2010. années 2010. On voit que, par exemple, si on reprend ces matchs à Porto, il y avait quand même il y avait une idée de pressing, notamment, je regardais quand je me renseignais, il y avait les matchs contre Manchester United,
et des choses comme ça. Sauf que maintenant, la tactique a évolué, que en plus, avec les moyens vidéo, euh, tu peux encore plus contrecarrer ton adversaire. Et c'est peut-être ça aussi qui est terrible, c'est que avant, tu ne voyais pas comment jouer le coach. Maintenant, chaque semaine, tu peux faire un bon débriefing, et une fois que tu arrives devant lui, tu sais à peu près comment ça va se passer. Et comme, même s'il tente quelquefois de se renouveler en mettant des 3-5-2 un, un peu bancal, il arrive toujours pas. Donc la dernière chose qui lui reste, c'était le clash pour que l'équipe fasse vraiment corps avec lui. Euh, un peu déconné. Ça avait commencé à déconner avec Chelsea lorsqu'il avait engueulé Eva Carneiro, parce que la sublime doctoresse était intervenue contre Swansea, et comme en fait Chelsea, il y avait match nul à ce moment-là, enfin il y avait 2-2, et Chelsea était déjà à 10 contre 11. Eden Hazard, comment il était à terre, Carnero est allé sur le terrain, laissant Chelsea à 9, et donc potentiellement pouvant perdre contre Swansea sur une contre-attaque à 9 contre 11. Donc il y avait ça, et il y a aussi le cas Paul Pogba, même si le cas Paul Pogba embête Manchester United quasiment depuis qu'il est revenu dans le nord dans nord-ouest de l'Angleterre. Même s'il arrive à titiller des égaux, on voit qu'à un moment, si Pogba, il l'a complètement lâché, et il était très content quand il a revu Ole Gunnar Solskjaer. Donc c'est le problème, c'est que en effet, c'est que la patte de Mourinho est devenue quelconque avec le temps, et c'est vrai qu'avec les problèmes de l'AS Roma, enfin, on va encore dire que Benoît a totalement raison, c'est que avant, il faisait l'éponge et il savait essorer. Là, il a fait l'éponge, il a tout absorbé, et il sait pas comment se dépatouiller de tous les problèmes de l'AS Roma. J'irais même plus loin, je dirais, et je vais m'appuyer sur François et Benoît. Cette année, je trouve pas que Mourinho soit enfermé dans son identité et ses principes. Il y a des passages de la Roma qui sont assez plaisants au niveau du jeu. Il y a des actions qui sont parfois construites. Il y a un allant offensif. C'est l'équipe qui a obtenu je crois que c'est l'équipe qui a obtenu le plus de corners. Abraham est le joueur qui a touché le plus la transversale également, donc il aurait peut-être pu aussi donner un autre visage de la Roma avec quelques buts en plus. Et j'ai envie de dire que souvent, il y a des moments très convaincants où ils prennent parfois le large. Et c'est peut-être même le côté le plus mourignesque de la chose où ça bloque. François, est-ce que justement Mourinho euh, se refuse un petit peu et c'est pas la bonne idée, ou est-ce qu'il doit persévérer et le mental va finir par venir avec des petits remaniements, notamment peut-être une équipe un peu moins latine, mais un peu plus bourrine. Bah, honnêtement, moi je vois pas, encore une fois, hein, je leur dis, je vois pas vraiment ce qu'il peut faire de mieux avec cette équipe aujourd'hui. Après, on parlait de la fatigue. J'entendais, je crois que c'est toi, Simon, qui nous disait c'est pareil pour tout le monde, mais non, c'est pas pareil pour tout le monde, parce que quand tu as l'effectif de l'Inter, t'as Barella qui est fatigué, bah, c'est pas grave, tu mets un autre joueur, enfin, et même un Barella fatigué, si tu veux, il sera toujours meilleur qu'un Diawara, ou tu vois. Donc, même au niveau des avant-centres, Dzeko ou Lautaro sont fatigués, bah, c'est pas grave, on met Correa et Sanchez. Ils mettent qui du côté de la Roma? J'oublie son nom, Morudov, Shomurodov. Shomorodov, Shomurodov. pardon. J'arrive jamais à le prononcer. Voilà, Ouzbek. Shomorodov, ouais, mais tu vois, c'est compliqué. C'est pas des profils qui sont déjà hyper habitués à la Serie A, deux très talentueux, hein. Je veux pas manquer de respect encore une fois à l'AS Roma, mais il y a quand même de grosses lacunes techniques dans cette équipe, et puis défensivement, j'en parle pas. Donc il suffit que bah, tu fasses plus les petits placements nécessaires pour t'aligner, pour marquer des joueurs. Voilà, quand tu dois te retrouver au marquage face à des Zapata, face à des Lautaro, même face à un Morata, bah, forcément c'est plus compliqué, et quand t'as pas le physique qui suit, bah, ça fait boum, quoi. Après, Mourinho,
est-ce qu'il doit ajuster son jeu? Je pense que lui, de toute façon, c'est quelqu'un qui mourra avec ses principes. Il sait comment faire adhérer ses joueurs à sa cause. Je pense qu'il y arrive, mais là où il a un réel problème, pour moi, c'est qualitativement, et ça passera de toute façon par des investissements, soit en janvier si la Roma peut se le permettre, ce qui n'est pas sûr, soit cet été. À voir maintenant comment le club va gérer ses caisses et quel budget il va pouvoir dégager pour le mercato. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui remporter un championnat, une Serie A, juste en prenant des joueurs entre guillemets lambda du championnat et se dire allez, on va les faire surperformer sur une saison. Ça ne marche plus. Et on l'a vu avec l'Inter. Ils gagnent le Scudetto. Comment ils font? Lukaku 85 millions, Antonio Conte 7 millions par an, Hakimi 40 millions. Voilà, et au final, même si l'Inter a réussi à construire une équipe aussi avec des très bons coups, attention, je ne dis pas qu'ils ont dépensé des milliards d'euros, même si c'est une des équipes qui a quand même le plus dépensé depuis 2016 sur le mercato, il faut que la Roma soit aussi capable d'aller chercher des joueurs comme l'Inter l'a fait avec un De Vrij, 0 euros, avec un Skriniar à une vingtaine de millions, un Çalhanoğlu arrivé gratuitement. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui manque, je trouve, à la Roma. C'est peut-être cette aura, et ça sera très compliqué, à mon sens, de faire beaucoup mieux. Maintenant, si cette équipe veut faire mieux, ça vient pas forcément de Mourinho, ça vient surtout du propriétaire. Qu'est-ce qui va être mis en place pour que l'équipe puisse avoir un budget beaucoup plus conséquent à dépenser sur le mercato, des nouveaux sponsors, des nouveaux contrats. Et c'est aussi, on parle trop rarement de ça, mais en coulisses, la direction sportive, il faut qu'elle se mette en action dès maintenant pour commencer à construire un projet sportif qui, depuis 3-4 ans, n'est que détruit en fait avec des départs trop importants. Et, et si ça continue, du côté de la Roma, moi j'imagine bien bientôt un Zaniolo partir, un Pellegrini partir, Tammy Abraham il va rester une ou deux saisons et puis après il va avoir une offre en première ligue, il va repartir et Fred Kim va se dire bah, c'est cool, on va faire rentrer un peu d'argent. Je, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer une progression soudaine comme ça. Moi, je vois plus une équipe qui va rester 6e, 7e, 8e de Serie A sur plusieurs années, sauf si, voilà, au niveau des investissements, au niveau des sponsors, il y a quelque chose qui se passe. Et pour l'instant, on ne se dirige pas vers ça. C'est pour ça que moi, je vois pas aujourd'hui de solution miracle pour José Mourinho. Je suis assez d'accord avec la fin de ton propos, notamment que c'est au niveau sportif qu'il va falloir se creuser la cervelle et trouver de meilleures idées. Après, tu vois, tu me parlais beaucoup par exemple, des cas comme l'Inter où quand il y a un blessé, il y a une solution. Moi, je pensais plus à regarder le rétroviseur. Alors, il va falloir que ça tienne parce que en ce moment, il y a une bonne période, mais c'est pas dit qu'elle dure. Mais t'as le Torino qui est revenu dans le rétroviseur avec une équipe plus que limitée à la base et il a fallu faire des petits paris, aller chercher des profils très Mhm. précis et bien que bah, ça reste derrière la Roma donc c'est pas très convaincant, il y a quand même une possibilité d'une progression. Alors il faut pas non plus viser trop, là on est tous d'accord je pense ici pour dire que la Roma c'est Europa League cette année et basta en termes d'objectifs. Mais et je veux avoir ton avis là-dessus, Benoît. C'est vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment pas possibilité de faire mieux? Dans ce cas-là, il va falloir trouver de bonnes idées. Et d'ailleurs, il y en a une qui est un peu émergée, c'est de rendre l'option d'achat de Paolo Lopez, je crois, et d'un autre joueur. J'ai pas envie de dire de bêtises avec Under, mais ils essayent d'attirer Camara via les prêts avec l'OM pour trouver la solution. Tu penses vraiment qu'on est à la limite de l'effectif, comme François semble le dire, ou justement il y a quand même encore un peu à aller chercher cette année, ou alors il faut attendre l'année prochaine? Mais je pense que cet hiver, ça sera compliqué. On sait que le club est endetté, lui aussi, il y a eu des gros problèmes financiers, notamment à cause de la crise sanitaire, comme dans tous les clubs. Mais la Roma avait déjà une dette qui avait commencé à émerger avant que la crise arrive, donc là, elle ne s'est qu'aggravée. Et en effet, donc, Paul Lopez, ça y est définitivement vendu à l'Olympique de Marseille. On a à la place, la Roma a recruté Sergio Oliveira du FC Porto, qui est un très bon joueur. Mais pour revenir sur un peu ce qu'on a dit avant, c'est vrai que Mourinho, dans ses aventures précédentes, pouvait toujours compter sur un ou deux top players qui le tiraient vers l'avant. À l'époque C'est de ça. Porto, il y avait toujours Deco qui faisait la différence. Quand il était
À Chelsea, on avait un grand Frank Lampard, un Didier Drogba en feu. Au Real, il y a eu la période avec Ronaldo. Il finit champion devant le Barça avec un très grand Ronaldo et un très grand Xabi Alonso aussi à la baguette. À l'Inter, j'en parle pas avec tous les joueurs que François a cités précédemment. L'Inter, c'est tous les joueurs, hein. Voilà. Oui, l'Inter 2010, Et, c'est quand même une des plus ça. grandes équipes qu'a coaché Mourinho. Et quand il revient à Chelsea, il retrouve Drogba, mais surtout un Eden Hazard qui est au top de sa forme. Et donc, cette année, à la Roma, on n'a pas de top player. On a bien Pellegrini, qui est néo-international, qui est un très bon joueur, qui est le capitaine, qui est là pour l'avenir. Mais c'est un joueur qui est aussi fragile, qui avait des différences, mais qui s'est ensuite blessé. C'est un joueur qui manque beaucoup. Et à part Pellegrini, c'est vrai que Mourinho souffre de l'absence d'un ou de deux top players sur lesquels il pourrait vraiment s'appuyer et qui pourraient faire des différences, que ce soit défensivement ou que ce soit offensivement. Et Mancini, individuellement. oui, Ouais. oui, bien sûr, oui. Par exemple, Gianluca Mancini, qui c'est un défenseur prometteur, mais qui commence maintenant à rentrer dans l'âge moyen, il fait trop de fautes. Contre le Milan AC, il fait une faute bête, il prend un deuxième jaune, il concède un penalty. Au final, je pense que en plus de ma déception générale, qui est un petit peu liée à Mourinho, parce que j'attendais mieux, il y a aussi des déceptions individuelles de la part de certains joueurs qui sont en dessous de ce qu'on pouvait prétendre d'eux. Et au final, Mourinho a aussi dû faire avec ces joueurs qui sous-performent ou qui ne sont pas là au niveau là où on ne devrait plus l'atteindre. Et justement, c'est ce qui faisait la force de Mourinho avant, c'est que tout à l'heure François disait, avec la fatigue, on a un mètre de retard, ou on ne couvre pas bien le hors-jeu, des choses comme ça. Et avant, justement, toutes les équipes de Mourinho, elles étaient tellement bien huilées défensivement ou collectivement que ça transpirait la sérénité, la puissance, la force. Alors qu'avec cette Roma, comme on disait tout à l'heure, la très bonne métaphore d'Aurélien, voilà, Mourinho s'est imprégné, a fait l'éponge avec les problèmes de la Roma et il n'a pas réussi à les essorer et à trouver un remède miracle pour ce club. Et donc, en effet, pour terminer sur ta question, Simon, mais l'objectif, oui, déjà, l'Europa League, ça serait très bien parce que la septième, avec la Fiorentina, la Lazio au même nombre de points et des équipes comme le Toro, qui ont une très belle manière de jouer, qui développent un football très agréable, c'est vrai que ça va être une lutte acharnée jusqu'au bout. Et justement, moi, je suis déçu pourquoi on n'a pas tenté un coup comme Juric, par exemple, sur le banc de la Roma, qui est beaucoup moins en effet médiatique, mais qui aurait pu imposer sa patte. C'est vrai que ça aurait pu me plaire peut-être davantage. Est-ce que justement il n'est pas aussi bridé Mourinho parce qu'on le dit, c'est un mec qui est capable de clasher et d'aller loin dans les explications. Aurélien, est-ce que il se plaint de la profondeur de banc de toute manière Mourinho? Est-ce que du coup c'est pas aussi son effectif qui le bride donc comme François l'a un peu déjà expliqué, et, est-ce qu'il n'est pas un petit peu piégé par les conditions, et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de casting alors? Mais en fait, si on écoute un peu le podcast depuis le début, c'est vrai qu'on parle beaucoup sur l'effectif. On revient sur la défense, on revient sur le fait que c'est le pire, c'est entre guillemets la pire équipe qui coach depuis Porto. Après, tu vois, moi, c'est la direction sportive qui me gêne aussi. Alors, ils ont pris un directeur sportif qui est Thiago Pinto. Cette fois-ci, je me trompe pas parce que j'avais dit Rui Pinto, mais ça, c'était pas la même personne. Et donc, Thiago Pinto, il est connu pour quoi? En fait, il vient de Benfica, il est connu pour les ventes. Les ventes de Joao Félix, 126 millions d'euros, pour Ruben Dias, 80 millions d'euros, ou même Raúl Jiménez à 41 millions d'euros. Sauf qu'en fait, tu ne cherches pas, tu ne cherches pas un mec qui sache vendre, tu recherches un mec qui sache acheter également. Et c'est bête, hein. Je pense quand même que Shomurodov, ce qu'il a réussi à prouver de par sa taille, de par son physique et de par l'équipe d'où il vient, le Genoa, en mettant pratiquement sa dizaine de buts, si je me trompe pas. Je vais vérifier en même temps. En allant chercher un Shomurodov ou même Sergio Oliveira, qui est même un bon joueur, bah, pour moi, ça manque, ça manque de caractère, quoi. Alors, c'est sûr, c'est compliqué parce que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que tu te demandes qui la Roma va pouvoir, dans cet état-là, euh, quel joueur de caractère va pouvoir venir à l'AS Roma, sachant qu'en C'est ça, tu construis autour de ouais, quoi en fait? Quelle est ta colonne vertébrale? sachant que, et c'est pas pour manquer de respect à l'AS Roma,
l'AS Roma n'a jamais eu l'aura d'un Manchester United ou d'un AC Milan, où en fait, même dans les tréfonds, Manchester United, il serait capable de ramener un gros joueur parce que il voudra porter le maillot de Manchester United comme l'a porté George Best, Eric C'est Cantona, ça. Cristiano Ronaldo. Idem si on devait faire un comparatif avec Memphis Depay à Barcelone, c'est que de toute façon il est content, même si c'est pas le Barcelone le plus flamboyant du monde, c'est le FC Barcelone, et c'est le FC Barcelone de Léo Messi, de Johan Cruyff, euh, de Victor Valdés, Carles Puyol, Martin Rafael Braithwaite. Marquez, Martin Braithwaite, Luc de Jong, Christophe Dugarry, Rouge-tout. joueurs, quoi. Ouais, des grands joueurs. Bon, mais c'est bien, au moins on a pu, on a pu un peu rigoler là-dessus. Mais, euh, mais c'est ça. Et enfin, ça me fait mal quand même de se dire que Mourinho, actuellement, c'est un joueur d'Europa Conference League. C'est un coach d'Europa Conference League. Ouais, mais oui. Bah C'est. Avec, alors, mais non, mais c'est ce que dit Aurélien, c'est réel. C'est-à-dire que quand on va me dire, ouais, ils ont quand même recruté des joueurs, c'est des bons coups, etc. Oui, mais la cohérence du projet, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu construis une équipe, tu la construis toujours autour de quelques individualités et ça te crée ton collectif. Tu crées ton collectif parce que tu associes tel ou tel joueur à un autre et ça fonctionne. Et c'est ça qui n'avait pas fonctionné, rappelez-vous, à la Juve et quand elle a recruté Ronaldo, c'est qu'au final, l'équipe ne tournait. Alors, il n'y avait plus vraiment ce collectif qui était construit autour d'une colonne vertébrale qui était au début, on se rappelle, en 2015, il y avait Pirlo, il y avait la BBC avec Buffon. Voilà, c'était ça, la vraie colonne vertébrale de la Juve. Et puis petit à petit, ça s'est liquéfié. Et quand Ronaldo est arrivé, c'est l'individualité qui a primé et la Juve n'était plus en moyen de construire une équipe autour de Ronaldo. Et c'est ça qui a fait que il y a eu tous ces soucis sportifs et que au final le projet il ressemblait plus à rien au bout de 2 ans. Et ça, on l'a vu arriver nous petit à petit, mais quand on fait le bilan, voilà, quand on regarde l'équipe aujourd'hui, on se dit ah ouais quand même. Et la Roma, c'est un peu le même principe. Elle a perdu des gros joueurs, elle a perdu des joueurs qui faisaient son âme, sa colonne vertébrale. On pense à Alisson Becker. Alors, c'est des joueurs de générations différentes, hein, mais Alisson Becker. En défense, on pense à Mehdi Benassia. Au milieu de terrain, on pense à Nainggolan. En attaque, on pense à Edin Dzeko ou Mohamed Salah. C'est des joueurs qui n'ont pas été remplacés par aussi bons, et derrière, tu peux pas construire. Enfin, même si Tammy Abraham, c'est le transfert, je crois que c'est le transfert le plus cher de l'histoire, non, de la Roma ou quelque chose comme ça, un des transferts les plus chers. Euh, Oui, un des plus Tammy chers. Abraham, il est jeune, il a aucune expérience à la Roma. À Chelsea, il n'était pas titulaire indiscutable, même s'il est talentueux, le garçon. Mais tu construis pas une équipe autour de ça. Et après, quels sont les moyens du club pour renforcer l'équipe et se dire, bah voilà, on va jouer comme ça, comme ça, comme ça avec Abraham. Quand Mourinho arrive, qui doit dire, bah voilà, moi je souhaite jouer comme ça, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Un peu comme Conte qui le faisait à l'Inter. Et après, on dit oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. Mais là, je pense que quand Mourinho est arrivé, on lui a donné Abraham et on lui a dit, vas-y, va jouer maintenant. Mais c'est pas possible. Donc un projet, ça se construit sur plusieurs années, et pour l'instant, moi je le redis, depuis 2017 ou même 2016, je vois une Roma qui se liquéfie progressivement, et je ne vois aucun signe de reconstruction réelle ou d'une vraie patte assumée d'un projet qui se construirait dans le temps. Et ça, et ça c'est problématique. c'est même plus que effrayant, j'ai envie de dire, parce que on a l'air de tous être d'accord pour dire qu'il va falloir construire quelque chose, Ah oui, et on va excuse-moi Simon, terminer. je, Oui? je voulais juste rajouter un truc, j'avais oublié parce que tout à l'heure on parlait du Torino qui réalise une étonnante bonne moitié de saison. Mais le Torino, regardez Bellotti, pièce maîtresse du Torino, ils ont réussi à le conserver tout ce temps. Pourquoi la Roma n'arriverait pas à conserver ses bons joueurs? Si Torino arrive à conserver un Bellotti qui est quand même le pilier de cette équipe, derrière ils arrivent à avoir un Linetti, un Piaka qui arrive, on construit autour de Bellotti avec un Piaka qui virevolte autour de Bellotti, des joueurs qui vont jouer pour Bellotti. Pourquoi si le Torino a réussi à garder Bellotti tout ce temps, alors qu'il y a quand même des grands clubs qui lui ont fait des appels du pied, on peut parler aussi de Berardi à Sassuolo, on peut parler d'autres joueurs, hein, mais même Ciro Immobile à la Lazio, qui a remporté le soulier d'or européen, il aurait pu signer dans des tas de grands clubs. La Lazio l'a Il conservé. signait.
Insigne au Napoli pendant des années. Voilà, pourquoi la Roma n'est pas capable de garder ses grands joueurs? Et moi, j'entends les difficultés économiques, mais à un moment, il y a une défaillance ailleurs, parce que si pour récupérer de l'argent, il faut impérativement détruire l'équipe à chaque fois, bah c'est pas bon. C'est un signe de mauvaise gestion. Donc c'est ça, moi, qui m'étonne un peu. Et le parallèle avec le Torino, bah voilà, hein. Le Torino, il n'y a pas 10 000 joueurs qui sont symboliques de l'équipe, c'est Andrea Bellotti. Et Andrea Bellotti, bah, il est au club depuis maintenant 4, 5, 6 saisons. Et heureusement qu'il est là d'ailleurs. Et voilà, et ça fonctionne. Après, Et quand même, Edin Dzeko, c'est pas la même mentalité qu'Andrea Bellotti. Où, en fait, quand tu cites, par exemple, tu as quand même cité Lorenzo Insigne, mais Lorenzo Insigne, c'est comment c'est un pur napolitain, donc rester à Naples, Oui, c'est le seul. Ouais, ouais. c'est pratiquement normal pour lui. Ciro Immobile, il s'est essayé à Dortmund et à Séville, ça n'a pas fonctionné. Donc actuellement, il se dit j'arrive à planter ma quinzaine, vingtaine de buts, ce qui me permet d'être en sélection nationale. Même si je suis décrié, au moins je suis pris. Alors que Dzeko, il a fait Wolfsburg, il a fait Manchester City, où déjà il gueulait à Manchester City parce qu'il n'était pas C'était pas titulaire, titulaire. Ouais, alors qu'il arrivait à planter 15 buts par saison. ouais, c'était le super sub. Ouais, ouais. C'était quand même un putain de super sub. Et là, ça faisait quand même 2 3 ans, tu sentais. Mais après, peut-être qu'aussi, comme lui devait sentir que, Bah, il a vu que tout le monde se barrait. ouais, que tout le monde se barrait, que tout en haut, ça gérait pas comme il fallait. Il veut bien être une idole, mais à un moment, Bah, l'idole, elle c'est ça. commence à en avoir marre. Et C'est peut-être que exactement ça. c'est. Et Dzeko, euh, c'est le dernier joueur de la génération Salah et compagnie, Nainggolan. Bah, lui, il est resté. Et ah oui. voilà, il est resté. Pourquoi il est resté? On se demande toujours. Et au final, c'est Et en voilà, il est plus, il a vu parti ses parce potes que. avoir la Champions League, quoi. Techniquement, Mais il a oui, vu mais oui, Alisson bien sûr. et Salah lever Voilà. la Champions League. Soulever la Champions League. Et lui, il est resté à la Roma. Il est en fin de carrière. Et le départ pour lui, c'était une évidence parce que arrivé à un certain âge, si tu veux un dernier challenge, si tu veux une dernière opportunité de gagner des Mm, titres, bah c'est pas à la Roma que tu l'auras. Et là, il mm. arrive à l'Inter. Et bon, après la Supercopa, c'est pas, moi j'appelle pas ça vraiment un titre, mais il Non, soulève un c'est. trophée. Voilà. Donc pour lui qui arrive vraiment sur la fin, bah c'est ça qu'il recherchait et on peut comprendre qu'il ait eu envie de partir parce qu'il sentait que derrière l'équipe se construisait plus, mais ou alors que les ambitions n'étaient plus du tout là. ben, c'est inquiétant de faire ce constat parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il va y avoir en conséquence une construction à au moins moyen terme. Or, et on va conclure avec un petit tour de table en commençant par Benoît, ça veut donc dire qu'il faut construire avec un entraîneur qui est quand même réputé pour pas rester 150 000 ans au même endroit. Pour Donc rester Benoît, trois est-ce que saisons en moyenne, hein. voilà, donc Benoît, est-ce que tu penses que il va falloir lâcher les chevaux dès la saison prochaine ou est-ce qu'on est déjà dans une situation inquiétante? Inquiétante, je dirais pas ça, parce que c'est vrai que, comme le dit François, c'est un projet qui faiblit depuis plusieurs années, malgré le rachat par la famille Friedkin. Et donc, septième l'année dernière, là, on est septième actuellement. Donc, à terme, est-ce que la saison sera vraiment très frustrante et décevante si tu termines à cette septième place? Non. Oui, c'est sûr. Ah Oui, si, oui. d'un côté, Non, non, si. non. Pour moi, oui, parce que, mine de rien, tu fais quand même des coups pour pour tenter de faire mieux. Sinon, tu aurais gardé Fonseca. Si tu voulais viser la septième place, tu gardais Fonseca une année de plus et tu faisais Ouais, avec les moyens du bord et tu gardais. Et là, tu prends c'est Mourinho, vrai. tu vises au moins une amélioration de une voire deux places. Donc au final, Mm. en effet, je pense que ce sera frustrant. Après, on parle de Dzeko qui est parti. Dzeko a 35 ans, donc tu aurais peut-être pu le garder une année de plus ou deux années de plus, mais au final, tu n'aurais pas pu construire sur le long terme avec lui. Je pense que Non, actuellement, c'était la fin d'un la, cycle. oui, bien sûr, actuellement, la pierre angulaire de la Roma, c'est Pellegrini, prolongé jusqu'en 2026, c'est-à-dire encore quatre années de contrat. Je pense que c'est vraiment la pierre angulaire du projet du club. Je pense même que Zaniolo arrive en second plan, puisqu'on entend déjà des possibles ventes Ouais, ça va être de ce compliqué, joueur. hein, ouais. C'est ça. Donc je pense que en effet, la pierre angulaire va être Pellegrini, mais on voit qu'il est déjà très fragile, qu'il a beaucoup de mal à enchaîner les matchs. Donc au final, en effet, si on part avec une première brique dans la maison qui est un petit peu défaillante, je pense que tout le reste va être fragilisé. Donc il va y avoir encore beaucoup de travail à faire au niveau de la direction pour renforcer cette équipe. Et je pense que Mourinho risque de vite s'arracher les cheveux s'il n'obtient pas les résultats qu'il veut. Bah, François, je vais te poser la question de manière très cash, est-ce que Mourinho, ça va pas être un pétard mouillé?
Bah, ça va être un pétard mouillé parce que on attend de lui qu'il fasse des choses impossibles en fait. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, la métaphore de la Formule 1 et tout, voilà, moi, vous me donnez un vélo et vous me dites de battre Lewis Hamilton, je peux pas. Donc, un pétard mouillé par rapport aux attentes des observateurs qui tout de suite s'enflamment. Et en Italie, on sait que c'est la spécialité de s'enflammer pour pas grand-chose. Mais l'arrivée de Mourinho, c'était juste l'occasion de mettre un focus, entre guillemets, plus important sur l'AS Roma d'un point de vue visibilité. Maintenant, est-ce que l'arrivée de Mourinho, ça devait coïncider avec de la performance? Je suis pas sûr. C'est pas si automatique que ça. Donc, pétard mouillé, oui, mais au final, bien malgré lui, parce que je pense que quand il est arrivé à la Roma, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais je sais pas dans son contrat ce qui est marqué non plus. Mais je pense pas que ça soit terminé dans le top 4. Enfin, ça me paraît quand même assez illogique, quoi. On prend pas un club comme la Roma qui galère à finir 6-7e et lui dire ouais, bah, tu vas finir dans le top 4 quand on voit le niveau d'une Inter, d'un Milan, d'une Juve et d'une Atalanta qui sont les candidats au top 4 tout trouvé. Alors après, il y a la vision des tifosi que je comprends totalement, que Benoît nous disait, et du coup, cette déception qui peut être présente si la Roma ne fait pas mieux avec Mourinho. Mais encore une fois, hein, Mourinho, pendant 90 minutes, il donne des consignes, et derrière, il faut les hommes qui les respectent. Et aujourd'hui, la Roma, c'est trop tendre. Et moi, je l'ai vu ça pendant des années, si vous voulez, quand j'observais l'Inter, qui pendant des années a essayé de se reconstruire, viser la Champions League, le top 3, le top 2, l'anti-Juve, avec des joueurs pourtant qui, avec du recul, on se dit, mais comment on a pu croire que l'Inter allait être capable de défier la Juve avec des joueurs comme ça, avec des Murillo, Juan Jesus, Kuzmanovic, même Kovacic, hein, qui était très talentueux. Ouais, mais oui, Chelotto. et pourtant, quand tu regardais un peu les journaux, waouh, c'était l'Inter, pendant 2 mois, c'était avec Felipe Melo, c'était l'anti-Juve, et c'était fantastique, c'était merveilleux. Mais c'était totalement improbable, totalement improbable. Donc j'ai l'impression qu'en Italie, on n'apprend jamais de nos erreurs, que ce soit avec la presse ou les tifosi, et on a tendance à se voir trop beau, trop vite, parce qu'on a beaucoup d'espoir et beaucoup de passion, et ça, c'est quelque chose qui est propre au peuple italien et que j'admire et que j'adore, mais malheureusement, Qui est plutôt ça, positif, hein. oui, c'est positif, mais C'est malheureusement, ça a positif et négatif. voilà, le contre-coup, c'est que tu es forcément déçu. Et avec l'Inter, bah, entre 2012 et 2016, il y a eu énormément de déceptions. Rappelez-vous les Joao Mario, les Gabigol, voilà, Gabigol, c'était oh là là, le nouveau Ronaldo. Et puis on a vu comment ça finit. Et pour que l'Inter gagne un trophée, il a fallu attendre 10 ans. 10 ans de reconstruction, 10 ans de projets foireux. Et là où ça a fonctionné, c'est quand on a commencé à travailler avec le Sunning sur la reconstruction de partenaires, de sponsors, de prêts avec des banques, puis la reconstruction d'une cellule de direction sportive avec l'arrivée de Marotta, qui est venu épauler un Ausilio qui faisait des miracles, mais pareil, Ausilio, meilleur directeur sportif italien depuis des années, qui a été élu hein, par ses pairs plusieurs fois, bah, il peut rien faire tout seul. Donc concrètement, la Roma, il ne faut pas qu'elle tombe dans cette facilité de se dire oh là là, il y a Mourinho. Certes, les journalistes vont en faire des caisses parce qu'il faut vendre des papiers, mais il ne faut pas, nous, analystes du football italien, tomber dans la culture de l'instant et dire oh là là, Mourinho, ça y est, il va pouvoir se sublimer un joueur comme Smalling ou comme Diawara ou comme Cristante. C'est pas possible. Tu fais pas d'un âne un cheval de course. Bon, bah, avec Mourinho, c'est pareil. Donnez-lui les moyens de faire le travail et après on pourra le juger comme il se doit. Là, aujourd'hui, il est un peu tributaire de ce qu'on lui propose, c'est-à-dire pas grand-chose à mon sens. Aurélien, pour finir, ta vision, est-ce qu'on est sur un vrai pétard mouillé ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à rattraper? Je suis plus sur pas forcément un pétard mouillé, parce que le pétard mouillé, malheureusement, il faut que c'est explosé à un moment. Donc c'est un peu terrible de dire ça, mais je suis plus sur une autre expression, mais c'est poudre aux yeux. En fait, tu vois, on parle beaucoup C'est ça. de reconstruction de l'AS Roma, et en fait, pour calmer presque les tifosi, de ramener, admettons, des Shomurodov, des Sergio Oliveira ou d'autres joueurs un peu moyen bons, parce que je les estime quand même talentueux, on a ramené le super clinquant José Mourinho. Alors que peut-être, en effet, le super clinquant, on aurait eu besoin d'un mec comme ça
dans l'effectif. Alors, c'est sûr, hein, ils n'auraient pas pu ramener un Dusan Vlahovic ou des choses comme ça. Et encore, hein, ça aurait été très beau de voir un attaquant de la Fiorentina qui plante arriver à l'AS Roma. Je pense que ça leur aurait rapporté, ça leur aurait remémoré quelques beaux souvenirs avec Gabriele Batistuta. Moins bon à l'Inter après d'ailleurs. Mais donc c'est ça, c'est que malheureusement toute l'inimitié en termes de coaching et de tactique que je peux porter à Mourinho, j'arrive pas à à le rendre 100% responsable de ce qui se passe à l'AS Roma. Alors peut-être qu'en faisant un miracle, il réussira à aller choper cette Europa Conference League et donc à aller, mine de rien, en coupe de l'UEFA. Et ça, je pense que aucun tifoso, aucun tifoso de l'AS Roma ne cracherait même si c'est pas un moyen détourné d'accéder à une plus grande compétition européenne. Surtout que ça pourrait être le début de quelque chose en disant au moins tu es en UEFA, tu vas pas te caler les miches en Europe septentrionale. Et en plus, quand tu repars avec une valise. Eh ben, écoute, on leur souhaite, hein, de la gagner, mais je pense qu'on est tous d'accord au final, malgré quelques divergences, pour dire que le projet de la Roma pourrait être aussi long à construire qu'une ligne de métro à Rome. Messieurs, je Bien vous vu. remercie Exactement. d'être venus. Merci Benoît pour ta première. Ben, merci à tous les trois. Merci à toi, Simon, de m'avoir accueilli. C'était une belle première. J'ai vraiment passé un très bon moment avec vous. Donc, merci à tous. Eh ben, le plaisir est partagé. François, ben, merci à toi également pour ta seconde émission. Bah, pas de souci, merci hein, de m'avoir invité. C'était pas mal là de parler de José. Et on espère quand même des choses positives hein, pour nos amis de l'AS Roma Ah, sur cette fin de saison. au moins de gagner le derby. Aurélien, merci. Je vais pas dire combien tu fais de participation parce qu'à chaque fois que je le dis, je me trompe. Je crois que c'est... Putain, j'allais dire la 5e, mais Je dirais quatrième. je dirais la 4e. Je dirais quatrième, mais je vérifierai. Et écoutez, vous êtes toujours le bienvenu si vous voulez parler de football italien. J'espère ne pas avoir à vous inviter pour une élimination de l'Italie au barrage. Oh oui, non. Ça, Non, ça m'embêterait pour vous. non, non, non. Ça m'embêterait pour vous, mais si jamais ça doit arriver, ce sera avec un demi-plaisir. Et si c'est pour une qualification, ce sera avec un grand plaisir. Évidemment. Ouais, parce qu'à un moment, on a parlé Jorginho qui tire le penalty contre le Portugal. Faudra arriver d'abord à se défaire de la Macédoine du Nord. Hein. Ouais. Déjà, on est d'accord. Ce sera pas simple. On va suivre ça sur calciomio.fr, hein, que je vous invite encore à consulter, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, les revues de presse, les lives, pour rester informé. Voilà, vous faites toujours du très bon travail, donc je le dirai à chaque fois que vous viendrez. Bravo, bravo messieurs. Et on se retrouve très vite tous ensemble pour d'autres émissions avec d'autres sujets. Aurélien est au courant, il y aura bientôt de la Ligue 1, enfin, Oh qui là va là. arriver sur la gonfle. Ouais. Ouh. Bah ouais, mais bon, Forcément. depuis que Rennes c'est devenu plus sexy que l'AS Roma, faut aussi s'en prendre à José pour ça. Hein. Promis, on essaiera de pas être trop marseillais dans nos propos, mais voilà, je le place. Allez l'OM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci les gars. J'espère que l'épisode, cher auditeur, vous plaira. Il y aura un sondage hein, en bas de cette émission sur Spotify notamment pour avoir votre avis sur l'AS Roma. Et on vous souhaite encore une très bonne année et on se retrouve d'ici quelques jours. Ciao ciao. Salut! Ciao, ciao. Ciao à tous.